Mesdames et messieurs, bonsoir. Après avoir réussi dans l'entrepreneuriat agricole, le roi du coton, comme il avait été surnommé, Patrice Talon, a promis la même fortune à l'agriculture, l'élevage et la pêche béninoise à son élection. 4 ans après, où en est-il par rapport à ce pari? Réponse avec l'ingénieur agronome à qui il en a confié la mission. Gaston Dossoui nous dira en quoi la promesse de la transformation du secteur agricole tient la route, à travers bien sûr notamment sa modernisation agro-industrielle, sa diversification, aussi son financement et sa capacité à créer davantage de richesses, surtout pour ses premiers acteurs. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci d'accepter de nous faire le bilan de vos actions. Alors, je ne serai pas seul dans cet exercice, bien sûr, je serai accompagné de mon collègue Koudous Abdoulaye. Bonsoir, Koudous. Bonsoir, William. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le journaliste. En 2016, certains défis avaient été identifiés dans le PAG pour le secteur agricole, notamment la gestion durable de la fertilité des sols, l'assurance de la sécurité alimentaire, la réduction de la malnutrition et la réduction de la balance commerciale déficitaire. Monsieur le ministre, où en est-on aujourd'hui après 4 ans de gouvernance? Merci, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Béninoise, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette antenne pour parler de ce qui nous lie, notre affaire commune, l'agriculture. Le plaisir est partagé, Monsieur le ministre. Merci. En vérité, depuis la préparation de sa campagne, le chef de l'État actuel, le président candidat d'alors, a mis un point d'honneur sur l'agriculture. Et il a bien dit, nous allons non seulement diversifier notre agriculture, mais nous allons moderniser l'agriculture, nous allons l'intensifier, nous allons diversifier les produits à l'exportation, nous allons produire ce dont nous allons nous nourrir pour réduire les importations alimentaires de manière à ce que le paysan gagne. Il gagne en sécurité alimentaire. Il gagne en ressources matérielles et financières pour accomplir les autres devoirs de citoyens. Ainsi, 4 ans durant, on a osé. On a effectivement osé pour identifier les créneaux porteurs, les filières sur lesquelles il faut mettre un certain accent pour réussir à quitter la politique unijambiste d'exportation de coton vers une diversification de nos exportations, pour créer de la valeur ajoutée, mais en même temps développer les spéculations vivrières, alimentaires, et pourquoi pas progressivement avec les transformations agroalimentaires qui contribuent absolument à améliorer le panier de la ménagère aujourd'hui. Pour ça, ça a demandé du temps, une préparation, des études techniques, des études opérationnelles, la recherche de financement, et au jour d'aujourd'hui, l'année 2019 ne s'est pas mal portée que les autres années. Nous allons essayer d'élucider point par point, un peu le chemin parcouru et les résultats modestes auxquels nous sommes parvenus. Dans tous les cas, le Bénin se porte mieux qu'il ne se portait encore il y a 1 an. Il se portera davantage mieux qu'il ne s'est porté il y a 4 ans, 5 ans. Alors, je crois que l'un des points fondamentaux sur lesquels vous avez travaillé, c'est bien sûr la réforme institutionnelle. On est parti des directions départementales d'agriculture et de l'élevage de la pêche à des agences territoriales de développement agricole. Alors, pourquoi ces différentes réformes? Et qu'est-ce que cela a changé concrètement? Mieux que les slogans entendus depuis une décennie, le secteur agricole, depuis l'avènement du président Talon, se positionne comme le principal levier du développement économique, de création de richesses et d'emplois. De toute façon, cette approche s'est appuyée sur une dynamique nouvelle de développement des filières agricoles instauré au fin d'une meilleure valorisation de nos espaces agricoles, de nos territoires. Pour ça, il a fallu mettre en place un nouveau cadre institutionnel. Séparer les fonctions régaliennes de l'État à travers les directions départementales de l'agriculture des fonctions d'appui, conseil aux producteurs gérées par les directions départementales de l'agriculture. Et les directions départementales de l'agriculture, les agences territoriales de développement agricole sont l'émanation de l'administration d'un territoire homogène qu'on appelle pôle de développement agricole. Nous en avons 7. Au cours de cette année 2019, nous avons amélioré
les prestations au niveau de ces structures d'appui. Le contrôle est devenu plus systématique. Les normes techniques ont été élaborées et suivies par les directions du département de l'agriculture. Mais par rapport aux agences territoriales qui pilotent les filières les plus porteuses dans leur pôle, il y a tout l'équipement nécessaire en termes de ressources humaines, en termes de documents, de gestion. Le cadre de travail a été complètement balisé aujourd'hui et les gens disposent de tous les outils pour pouvoir aller vers un encadrement, un accompagnement des producteurs de façon plus saine. Mais tenez, ce n'est pas seulement les agences territoriales de développement ou les directions départementales qui constituent l'ossature de la réforme institutionnelle. Il y en a d'autres. Encore que, lorsque nous avons mis les hommes au travail, il faut leur donner les moyens. Nous avons acheté plus de 900 motos, tout terrain. Ce n'est pas les motos qui tombent en panne après 6 heures ou bien 6 ans, 3 mois d'utilisation. 5 ans, 6 ans, ils vont l'utiliser. Et aujourd'hui, plus aucun agent ne peut faire de tourisme agricole. Vous sortez avec un plan donné. Vous avez un programme connu de votre hiérarchie. Vous devez faire telle chose au niveau de telle ou telle exploitation et vous vous rendez compte. Désormais, ces agents disposent de smartphones avec lesquels on peut les géoréférencer. Où vous êtes aujourd'hui pour nous parler? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous prenez les images en même temps, vous transmettez sur un serveur. Et de la direction, les patrons vous suivent. C'est différent de choses. Le second cadre institutionnel important que vous devez voir aussi, c'est le Fonds national de développement agricole qui a fait peau neuve avec des guichets importants. L'un pour accompagner les petits producteurs, les autres pour les aider même à former et à formater les projets, programmes pour les soumettre au financement des banques. De toute façon, le FNDA n'est pas une banque, mais le FNDA est un facilitateur d'accès au crédit pour que les crédits obtenus au niveau des banques puissent être bonifiés. À la date d'aujourd'hui, on peut avoir une idée sur le nombre de personnes que ça a impacté. Au jour d'aujourd'hui, les ressources mobilisées au niveau de l'État pour le FNDA avoisinent déjà 10 milliards. Mieux, des partenaires techniques et financiers abondent le FNDA, la coopération suisse, la coopération belge et autres, et beaucoup d'autres, la coopération allemande, abondent le FNDA. Qui sont souvent les bénéficiaires? Au fond, c'est des ressources mobilisées, d'une part, selon les guichets, pour aider à monter des projets bancables, pour assurer des formations de mise à niveau de ceux qui ont monté leur dossier. Et puis ces ressources, une partie sont placées au niveau de la banque pour assurer la bonification de crédit. Et lorsque vous prenez par exemple un crédit à un taux de 9%, le FNDA vous autorise à payer peut-être 2% et le reste maintenant est assuré. Dans ces conditions, vous avez un crédit à taux très faible et vous pouvez aller. Pour le moment, nous avons une bonne brochette d'une quarantaine de projets déjà éligibles et d'autres maintenant ont commencé à bénéficier du financement. Est-ce que les PME agricoles, les coopératives aussi peuvent bénéficier Bien du financement entendu, des FNDA? Tout dépend du dossier que vous montez. Aujourd'hui, il y a des coopératives de producteurs de semences qui ont bénéficié de cette subvention. Il y a des coopératives de producteurs de rejets de nana qui ont bénéficié de cet appui. Monsieur le ministre, il n'y a pas que le volet institutionnel, il y a également surtout les filières à haute valeur ajoutée, sur ces filières que vous avez également agi, quand on prend l'ananas, le cajou, le maraîchage. Quel point peut-on faire sur les actions menées à la date d'aujourd'hui? D'abord, vous savez, nous sommes dans une émission très pédagogique. En termes de réforme, il y a deux autres choses dont je dois parler rapidement. Premièrement, le recensement national de l'agriculture. Pendant longtemps, après la colonisation, nous ne savons plus combien de têtes de bœufs nous avons, combien d'hectares de ci ou de ça on cultive. Aujourd'hui, on met tout à plat et on a commencé sur financement de l'État. Et au terme de juin-juillet 2021, on va boucler cela pour savoir exactement combien d'exploitants agricoles nous avons et quelle superficie chacun peut faire ici et là. Donc, on ne connaît pas le nombre d'exploitants qu'on a au Bénin. Nous connaissons à peu près, mais on va fixer. Okay. Et on va maintenant mettre une base
de contrôle, une base de prélèvement de données qui nous permettra chaque année maintenant d'avoir une vision sur tout ce qu'on a produit. Et c'est important pour nous pour pouvoir évaluer les efforts faits. La deuxième chose, c'est la recherche agricole. N'oublions pas, si nous voulons accompagner les gens, il faut les accompagner dans leur élan de développement. Le paysan n'est pas l'élément le plus bête. Il a des innovations endogènes. Nous cherchons à valoriser cela. Okay. Et par rapport au dispositif que nous avons ici, nous avons 23 sites de recherche qui, au fait, qui sont basés dans les villages et qui accompagnent les innovations mises en place par les habitants. Ils sont associés. Ils sont associés et ils développent cela de manière à ce que la technologie que vous développez ici peut rapidement passer au niveau de tous ces villages-là et de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est toujours lié à une filière. Okay. Mieux, nous avons réorganisé les centres régionaux de recherche. Nous avons un centre régional à Niaouli, qui s'occupe des cultures de maïs, de l'ananas et autres. Là. Nous avons un centre régional à Savet, qui s'occupe de cajou. Nous avons un centre de diversification à Ina, et puis un autre à Natetengu. Mais après cela, nous avons des centres spécialisés. Donc c'est tout cela qui rentre dans le package de la réforme institutionnelle du secteur agricole. Vous avez parlé des filières à haute valeur ajoutée. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup aujourd'hui sur les actions menées. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette question très pertinente. Disons que la particularité de l'organisation du travail par le gouvernement du président Talon, c'est de cibler ce qui est important pour faire lever la mayonnaise. C'est quoi? Et au nombre des filières que nous pouvons brasser partout, il y a certaines qui sont à haute valeur ajoutée. C'est l'ananas, c'est le cajou, ce sont les cultures maraîchères. Et ces trois filières aujourd'hui ont connu un élan de développement assez impressionnant. Regardons sur l'ananas. Deux types d'ananas. Cayenne lisse, pain de sucre. À l'intérieur desquels nous avons des morphotypes. Et quand vous regardez l'ananas, vous en avez qui sont en boule, vous en avez qui sont ronds, vous en avez qui sont en bouteille. En bouteille, tout à fait. Bref, d'autres qui sont gros, d'autres sont assez petits. Pour aller à l'exportation, il faut des calibres. Certains morphotypes acceptent de donner que des fruits, quelle que soit la fécondation que vous faites, donner ce calibre-là. C'est important de mettre ça à part, de développer pour que ceux qui sont à l'exportation utilisent cela. D'autres veulent des fruits gros qui peuvent porter beaucoup de jus. Il faut trouver le morphotype correspondant. Et pour ça, nous avons mis en place un dispositif d'épuration. Regardez comment c'est beau, ces fruits-là. C'est délicieux, je vous en prie. Il faut regarder donc le profil du paysan pour lui proposer les rejets correspondants. Et ça, nous sommes partis dans les champs pour faire des épurations au niveau des champs et trier par morphotype. De ce fait, lorsque les paysans qui ont bénéficié de ces rejets triés, calibrés, plantent, ils ont 90% de bons produits contre à peine 10% de hors type. Contrairement à ce qu'on a connu il y a encore 3 ans, c'est 25-30% de bons produits contre 70-80% de mauvais produits. À ce niveau-là, on a joué aussi sur les techniques de production en utilisant le mulch plastique. Vous avez vu que l'ananas planté tout à l'heure était sur une toile blanche. Cette toile-là permet de réduire l'infestation de l'enherbement du champ, puisque les herbes ne peuvent pas pousser à travers la page plastique, de maintenir l'humidité pendant longtemps au niveau du plant. Ça fait que, de toute façon, l'ananas dont le cycle devait durer peut-être 16 mois, 15-16 mois, on le produit pratiquement à 12 mois. Rien qu'avec cette technologie-là. Et si en plus, vous arrivez à faire une irrigation d'appoint, vous réduisez complètement le cycle et vous avez des produits très bon marché pour pouvoir aller. Est-ce que tous les producteurs ont bénéficié de ce soutien? Tous les producteurs ne peuvent pas bénéficier de cela, mais les méritants l'ont. Et progressivement, on arrivera. Comment on vous donne les identifier, ces méritants? Est-ce qu'il y a un critère? Oui, il y a bien des critères. Il y a bien des critères parce qu'il faut quand même avoir une certaine expérience en matière de production de l'ananas, une certaine fidélité à la production de l'ananas, une certaine rigueur dans le suivi des itinéraires techniques. Donc, et là aussi, en termes d'itinéraire technique, l'un des pans importants que nous avons eu à franchir, c'est le type de fumure, le type d'engrais que nous mettons sur l'ananas.
Monsieur et cette le ministre, combinaison, la formule a été bien trouvée Oui. et cela passe très bien. Mais On va à côté passer- de l'ananas fumé, Ouais. il y a beaucoup de champs d'ananas bio, sans fumure, que nous utilisons. qu'en est-il du cajou? Cajou, deuxième produit d'exportation après le coton. Oui. Je vous en prie. La technologie première que nous avons préconisée, c'est de mettre aux normes les vieilles plantations à partir des brigades de prestations de services. Lorsque le champ d'anacardium est touffu et que les feuilles se touchent et il n'y a pas l'ensoleillement qui enrobe le plant, partout les feuilles se touchent, l'acajou ne fait pas de fleurs. Ok. Donc, lorsque la densité est serrée, on passe, on élimine un certain nombre de plants, on aère le champ, on nettoie. Ok. On a formé des brigades là-dessus qui gagnent de l'argent, au moins 55 000 par hectare traité, payé par l'État. Mais 2 ans après, ceux chez qui on a fait cette prestation ont leur rendement qui augmente. La première année, ça peut baisser naturellement, mais la deuxième année, déjà, ça monte sensiblement. Les gens qui avaient 300 kg à l'hectare vont jusqu'à 600 kg aujourd'hui. Exactement. Par exemple, ce champ-là, il est très bien aéré et à partir de chaque plant, on lui donne le potentiel de production. La deuxième chose sur laquelle nous jouons, c'est les plants greffés. Nous avons identifié des plants mères. Nous avons même, avec l'appui de la Tanzanie, qui a un très bon institut de recherche sur le cajou, identifié les banques de gènes que nous avons ici, les types de cajou que nous avons. Et aujourd'hui, on essaie de voir les plants les plus productifs. On les prépare à produire des greffons et on les prélève pour cloner les autres. De sorte que les plants greffés donnent une production homogène. Presque à la même date, vous passez, vous récoltez. La qualité des fruits, la couleur des fruits, la grosseur de la graine, vous l'obtenez. Ok. Ça là aussi, on l'a fait. La troisième chose que nous sommes en train de faire sur le cajou, c'est tout ce qui est comme technologie d'accompagnement pour gérer l'espace dans lequel on fait les cultures sous le cajou, il faut le faire. Et les autres techniques pour protéger le cajou contre l'incendie. L'anacardier n'aime pas le feu. Enfin, vous voyez exactement comme ces dames-là sont en train de ramasser les noix. Il faut laisser le cajou tomber. Vous enlevez la noix, vous prenez la pomme pour autre transformation. Non seulement la noix de cajou est aujourd'hui transformée chez nous, en grande partie, mais la pomme cajou aujourd'hui est beaucoup transformée en jus. Ben, il y en a encore qui pourrissent dans les champs. Bien entendu, parce que les sites ou les entreprises de transformation de pommes cajou en jus ne sont pas nombreuses. Okay. 14 ont été certifiés avec l'appui d'une ONG américaine Technoserve. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire les dossiers pour 11 autres entreprises de femmes essentiellement pour transformer le jus de cajou. Abordons d'abord ce qui intéresse la population urbaine et périurbaine, le maraîchage. Parce qu'on va revenir sur l'organisation, La transformation même, bien sûr, de ces produits. Je suis d'accord avec vous que sur le maraîchage, le chantier est assez grand. D'abord, le maraîchage se fait partout. Autour de nos grandes villes, il faut nécessairement des cultures maraîchères, une agriculture périurbaine qui permettrait aux gens de manger. Oui, la tomate, le piment, l'oignon, le poivre et autres que nous produisons. Ici, nous avons mis en chantier un projet de développement du maraîchage PADMA financé par le FIDA à hauteur de 18 milliards qui au moins opère aujourd'hui dans 27 communes. Ce projet aujourd'hui a pu aménager 520 hectares, 530 hectares de culture maraîchère, mais au cours de cette saison, par un mode de maîtrise d'ouvrage délégué, nous sommes en train d'aménager 1150 hectares de culture maraîchère. C'est important pour nous. Mais là encore, ça ne suffit pas. Si vous allez maintenant dans la vallée du Niger, c'est du Val de Karimama et Malanville, où c'est en fait l'une de leurs spécialités, là nous avons une belle production de tomates, nous avons une bonne production de piments et aussi d'oignons. Mais Karimama se distingue aujourd'hui par une production de pommes de terre. Et puis, de grâce à cette année, sur le marché, la semaine dernière seulement, deux camions titans sont venus de Karimama pour des pommes produites au Bénin.
Je pense que ces initiatives, nous devons les développer le plus possible. Il faut mettre l'activité là où nous avons un point d'eau. Faire du maraîchage, il faut nécessairement de l'eau. Voilà. Si l'endroit ciblé est un endroit d'une certaine propriété, la question se négocie. Et il y a quelques dédommagements qu'on fait pour pouvoir aider des femmes, des maraîchers à s'installer. Ouais. Mieux, si vous regardez le long de notre côte aujourd'hui, partout nous avons des cocotiers, on peut planter, on peut faire du maraîchage sur les cocotiers qui ne pose pas de problème foncier, mais en même temps favorise le développement des cocotiers pour nous donner beaucoup plus de noix. Tout à fait. Bon, donc ces questions se règlent au cas par cas. Mais je pense que nous allons vers une politique plus responsable sur la gestion du foncier rural qui nous permettra vraiment de sécuriser la terre pour les générations à venir. Celles qui sont là aujourd'hui et pour celles qui vont venir. Parce qu'il y en a qui s'accaparent de cette terre, ils achètent des centaines de milliers d'hectares. Ces hectares sont clôturés alors que certains en ont besoin pour faire du maraîchage. Encore que si c'est clôturé, qu'ils l'exploitent, c'est bon. Mais si c'est thésaurisé, ça pose un problème. Exactement. Et la loi bannit la thésaurisation des terres. Et je pense que progressivement, nous allons vers ce dispositif qui nous permettrait aussi simplement que possible de rentrer en discussion avec le présumé propriétaire et de pouvoir mettre en valeur l'espace. Mais pour le moment, cette question ne se pose pas avec acuité au moins sur le maraîchage. On a encore beaucoup d'espace et beaucoup d'opportunités à saisir pour développer le maraîchage. Alors, à côté de ça, nous avons aussi mis en place une filière maraîchère. Laquelle? Et non, on a mis en place une étude de faisabilité sur le maraîchage et qui va désormais prendre le relais de programmes financés par le FIDA. Et sur le financement national, nous développerons beaucoup d'autres initiatives. Mais ça n'a pas encore commencé? Ça commence progressivement à s'installer. Alors, on va parler maintenant des filières conventionnelles. Le riz, par exemple. Vous avez promis qu'en 2 saisons, en 2 campagnes, j'allais dire qu'on va atteindre 1 million de tonnes. Est-ce que quelque part, ce n'est pas trop rêvé, monsieur le ministre? Non. Et de toute façon, s'il n'y a pas de rêve, on ne peut pas faire de grandes choses. Nous devons rêver grand. La fermeture des frontières, la fois passée par le Nigeria, était pour moi un déclic, une opportunité à saisir. Ah oui. Les conditions qui ont prévalu à cela, vous savez, je ne reviens pas dessus, mais mon pays, le Bénin, taxé de pays de réexportation de riz, deviendra un pays producteur et exportateur de riz. Il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas au fait de la déclaration politique. Ouais. En 2016, quand le président Talon a pris les rênes de ce pays, nous étions à 216 000 tonnes. Au jour d'aujourd'hui, avec les technologies que nous utilisons simplement, nous sommes déjà à 407 000 tonnes. Mais lorsque nous avons revisité nos capacités intrinsèques en matière d'aménagement des périmètres résicultivables, en matière d'aménagement des bas-fonds et autres sites, en matière de mise à disposition des semences certifiées de riz, facteur important pour déclencher la révolution verte, lorsque nous avons aussi des intrants spécifiques disponibles aujourd'hui, on peut rêver. Et on doit pouvoir rêver. En fait, j'ai mis tout le monde au boulot. Les producteurs de semences ont de quoi servir au moins 40% de nos emblavures. Mais avec cette intersaison, on essaie de produire, de densifier pour avoir les 20% complémentaires, pour que l'État puisse mettre à disposition des paysans des semences à bas prix, ce qui va révolutionner les choses. Les intrants sont disponibles. Lorsque vous faites du riz, vous avez de quoi fertiliser votre riz et même entretenir contre l'enherbement. Mais l'autre chose qui est importante, ce sont les aménagements. Aujourd'hui, nous avons 1125 hectares qui sont en cours d'aménagement et pour lesquels nous frappons. C'est dans la vallée du Niger ou bien la vallée du Dans tout le pays. Dans tout le pays. Il y a au moins 4-5 projets à financement extérieur qui font cela. Mais nous-mêmes, au niveau national, nous avons développé des initiatives, surtout dans la vallée du Niger, et singulièrement, carrément, où il n'est pas question de faire des aménagements trop coûteux. Avec des puits tubés, l'eau est à peine à 7-8 mètres, vous mettez une pompe, et puis vous tirez l'eau vers le haut.
L'espace est juste simplement aménagé et les diguettes sont couvertes un peu de matériel plastique pour éviter cette érosion. Est-ce que avec ça, nous avons quelque chose est fait aussi pour lutter contre l'inondation? Parce que quand le fleuve Niger déborde, ça emporte tout sur son passage. La question du fleuve Niger, c'est une question un peu délicate parce que là, il faut endiguer la région. Et ça, ce n'est pas un truc de moins de 45-50 milliards d'investissements à faire. Ben, si on ne fait pas, si on produit, ça pourrait emporter toute la production. Non. Les aménagements que nous faisons aujourd'hui sont tels que si le niveau monte, on peut drainer. Okay. On peut vraiment drainer. Et il y a des techniques pour creuser. Ce que nous devons faire, ce que nous devons faire davantage sur le riz, c'est la transformation du riz, le décortiquage. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'ONG, l'État lui-même a aidé les petites organisations de transformateurs de riz, les USOP et autres unités de transformation, à disposer de trieurs optiques. C'est à peine 20-30 millions. Et lorsque vous avez ça, vous avez décortiqué votre riz, il y a quelques grains dedans, il y a quelques points noirs, autres, ça passe par le triage optique et le grain est nickel. Regardez, les femmes de mon département ont organisé une foire agricole. Le riz présenté sur ce marché a coulé comme de petits pains. Les exposants, les forains ont fait venir plusieurs chargements de riz. Et ils ont tout vendu. Pour dire que de plus en plus, je suis heureux de constater que le Béninois consomme béninois. Et qu'est-ce qu'on fait alors pour décourager ceux-là qui amènent le riz importé? Parce que souvent le prix est plus bas et les consommateurs préfèrent aller vers ces riz. Nous faisons l'effort d'accompagner nos producteurs pour avoir du matériel de bonne qualité. En l'occurrence, le IR 841, qui est un riz de bas-fond et qui accepte aussi l'irrigation, un riz aromatisé, disons parfumé, est cultivé un peu partout. Le Orilus 6 vient seconder le IR 841 avec toujours de l'arôme. Sur les bas-fonds et les autres périmètres, nous avons du Nerica, le Nerica 14, le Nerica L19, le Nerica L20, qui sont des cultivars imbattables en termes de qualité, organoleptique, en termes de présentation lorsque vous arrivez à faire un usinage convenable. Si nous arrivons à accompagner les paysans pour avoir les semences à prix bas, pour avoir les intrants spécifiques à prix relativement réduit, pour aussi les unités de transformation autres là, battage, vannage et autres là, à mon coût, le coût de production aux paysans de façon intéressante deviendra bas. Il va pouvoir soutenir le marché. Alors, maintenant, si nous n'avons pas le volume qu'il nous faut, environ 450 000 tonnes pour les besoins de consommation domestique, il va être très préjudiciable de dire il faut arrêter, il ne faut plus importer du riz. Mieux, l'importation du riz par le Bénin, ce n'est pas seulement pour le Bénin. Si nous bloquons de l'importation dans un certain volume donné, le Niger n'aura rien. Et c'est par ici que le riz passe pour aller au Niger. Donc, la politique de la production domestique, nous allons densifier. Si nous arrivons à faire 1 million de tonnes, il n'y a rien à faire. On peut être un peu plus laid pour dire on arrête. Ok, d'accord. Monsieur le ministre, il n'y a pas que le riz. Qu'en est-il des autres filières conventionnelles, le palmier à huile, par exemple? Exact. Oui. Le palmier à huile, richesse de mon pays, depuis les temps coloniaux. En temps? Oui. Aujourd'hui, vous avez vu que dans les exploitations privées, nous avons beaucoup de palmiers plantés et très bien entretenus. Regardez bien ces images qui passent. Très bien entretenus. Avec une agrotechnie simple, facile, alignement, traitement, fumure et entretien végétatif. Les palmiers donnent. Ce qui reste, c'est de voir dans quelle mesure irriguer encore davantage ces plantations pour passer de 16-18 tonnes à 30-35 tonnes à l'hectare avec les mêmes matériels. La deuxième chose importante que nous faisons, c'est que nous mettons à disposition maintenant des semences, des plants à bas prix. L'année passée, on a mis près de 10 000 plants de palmiers à huile à bas prix, à prix réduit, pour régénérer les vieilles plantations. La grande révolution qui a été faite dans ce domaine maintenant,
c'est l'assainissement des cas et URCA. C'était des conflits On est interminables. sorti de la crise. C'est fini. Et toutes les 36 coopératives d'aménagement rural ont leur conseil d'administration renouvelé. Et comment vous avez avec fait de pour nouvelles régler témoins. ce conflit, monsieur le ministre? Rendons à César ce qui est à César. C'est-à-dire? Car, chat chaud craint l'eau froide, en abordant cette question en 2006, ça m'a brûlé le doigt. Et lorsque vous allez avec des positions assez révolutionnaires pour changer le modèle de vie, et que sous des prétextes politiques, on dit qu'il y a trouble à l'ordre public là, et que vous n'êtes pas soutenu par la hiérarchie, ça baisse. En 2006, on avait commencé à peu près quelque chose du genre. Mais cette année, c'est d'abord un comité interministériel qui est mis en place. La justice, la décentralisation, la sécurité, l'agriculture, bien entendu, et le cadre de vie. Nous avons travaillé sur les tests de loi qui régissent la réorganisation des coopératives d'aménagement rural. Nous avons tout fait pour reconnaître les vrais coopérateurs. Ceux qui sont déjà décédés, comment les enfants et quels enfants pouvaient les représenter. Ok. Nous avons fait les audiences foraines. On est arrivé à faire des dialogues entre les familles et la justice pour dire c'est tel qui représente telle famille dans telle coopérative. Lorsque tout cela est fait, on est arrivé maintenant à préparer les assemblées générales. Et on a dit, tous ceux qui avaient mouillé quelque part dans la gestion des coopératives, il faut qu'ils restent à l'écart. On a de nouvelles têtes parce que nous voulons formater une autre approche de gestion de ces coopératives. Nous allons les accompagner pour avoir les instruments de gestion. Et que les coopératives qui étaient la vache à lait de quelques individus deviennent l'affaire de tout le monde. Mieux, s'ils sont tellement conscients que les palmiers donnent à manger à leur communauté, ils vont rajeunir les plantations. Ils vont replanter à nouveau. Nous sommes prêts. On est en train de faire de la sélection aujourd'hui au niveau de Paubert pour leur trouver les quantités de semences qu'il faut. Nous avons des pépiniéristes agréés qui sont dans les régions. Les coopératives elles-mêmes avaient été formées pour conduire et gérer les pépinières de palmiers à eux. On dit quoi? Monsieur le ministre, la crise est jugulée à ce niveau. Quelles sont les ambitions, quelles sont les prévisions que vous faites pour les années à venir dans le domaine dans le secteur, le sous-secteur palmier à huile? Le palmier à huile, les vieilles plantations qui ne sont pas entretenues, on va les rafraîchir. Les coopératives vont les rafraîchir. Avec les ressources dont ils disposent. Écoutez, pendant un an seulement où on a mis en place des comités paritaires pour gérer les plans, aucune coopérative n'a un bilan négatif. Aucune n'a un bilan négatif. Donc, il y a de l'argent là frais chez eux. On les accompagne pour mieux gérer. Ils ont des ressources, ils nettoient la coopérative, ils évitent les vols, ils font de la transparence au niveau de la gouvernance. Ouais. Et puis, ils ont les ressources maintenant pour replanter les anciennes parcelles qui ont été nettoyées ou bien sur lesquelles ils ont détruit les arbres, on les replante et puis ils restent. Maintenant, c'est la transformation qui est un autre facteur. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus les grosses huileries que nous avons dans le temps, mais tenez. On ne fait rien pour la réveiller? Bien entendu, regardez cette unité-là, par exemple, de traitement de régime de palme. Il y a de petites unités mobiles qu'on peut mettre. On les aide à avoir acquis ces unités à travers les projets, programmes. Et vous avez parlé de FNDA au début ici. Si une coopérative décide d'acquérir ces unités-là pour transformer son huile, ses régimes, pourquoi pas? On le ferait. Ces petites unités peuvent ne pas supporter le poids de la production. Non. Commençons d'abord par ça, puisqu'ils ont perdu toute l'habitude de le faire. Et c'est de manière traditionnelle à Kaye-Kofer. Mais ce qu'il est bon de savoir, est-ce qu'on vous a dit qu'il y a eu une vente d'huile de palme dans notre pays une fois? Non, ça coule. Mais pour la fermeture de la frontière, ils ont créé beaucoup de ces producteurs d'huile de palme. Non, eux, ils n'ont pas créé. Parce que gouverner, c'est prévoir. Nous avons anticipé. Nous avons eu un projet d'accès au marché qui nous a permis de construire des tanks de stockage d'huile de palme le long de la frontière du Nigeria. Et les producteurs qui comprennent bien ce type viennent
Vous avez eu maintenant des bidons de 25 litres. Tout à fait. Ils peuvent vendre ce bidon-là de 25 litres à la station de collecte, Oui. peut-être à 10 000 francs. Il prend 10 000, il va. Mais combien de bidons il a vendu, c'est noté. On conserve cette huile. Lorsque le prix est intéressant sur le marché, on vend. Peut-être qu'on a vendu le bidon à 15 000. Les frais d'approche pour les c'est peut-être 1 500. On retient et on lui retourne 3 500. Qui paie dans ces conditions? Non, personne ne paie. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'huile. C'est parce que nous n'arrivons pas à agréger le modèle de transformation pour avoir que le marché américain demande de l'huile. Et on ne rentre pas sur le marché de l'agua. Alors, justement, je crois que vous êtes la passerelle pour aller vers ce produit. On a parlé de valeur ajoutée, de culture à valeur ajoutée, on a parlé aussi des produits conventionnels. Alors, est-ce que le marché vraiment existe pour écouler tout ceci? C'est vrai, les ambitions, elles sont bonnes. Le marché, on fait quoi? D'abord, le marché domestique. Si vous étiez arrivé à la foire autour du ministère de l'Agriculture, vous avez vu ce que les femmes ont fait du karité, du savon, différentes catégories, de beurre, travaillé, aromatisé ou non, des huiles, beaucoup de produits divers à partir simplement du karité. Si vous avez vu ce que les femmes ont fait du maïs, les produits dérivés du maïs, ce n'est pas possible. Si simplement vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le gari, le manioc national, mon problème à moi, c'est que les Béninois d'abord acceptent de consommer béninois. Que faites-vous pour les convaincre? Oui, il faudrait que nos rayons d'abord puissent être achalandés en ces produits. Et que nous, intellectuels qui allons au supermarché, on revienne à la maison avec les produits faits au Bénin. Puisque la présentation commerciale que nous avons aujourd'hui est imbattable. Non, on a mis des ressources pour identifier des entreprises capables d'amener les emballages. Et ils produisent, ils importent et distribuent ces emballages-là après subventionnés. C'est important pour que nous puissions aller nous-mêmes à cette école-là. Le marché local est le premier marché sûr. Si vous regardez d'autres pays qui ont 90 millions d'habitants, 100 millions d'habitants, et rien qu'avec la production domestique, ils arrivent à tenir mieux. Nous avons produit du riz ici, qui est allé sur le marché équitable belge. 3-4 tonnes. Ça s'est écoulé sans aucun problème. C'est nous qui ne donnons pas de la valeur à la chose. Et l'émission que nous faisons ici, par exemple, on devait avoir aussi la possibilité de révéler les qualités de nos productions, de nos transformations, pour que les gens comprennent et s'abonnent à cela. Pourquoi ne pas commencer par des écoles, demander aux enfants de déjà commencer par consommer ce qui est produit chez eux? Bien entendu, et avec le PAM aujourd'hui, nous avons signé un contrat pour faire de la collecte domestique en vue de nourrir les enfants. Les enfants veulent bien manger le haricot produit chez eux, ils veulent bien manger le mouton produit chez eux, ils veulent bien manger le manioc, mais transformé. Même les ateliers, les colloques, bien entendu, les moments de cocktail, il ne fallait pas consommer. Les achats institutionnels doivent maintenant être organisés. Regardez combien nous avons de cantines scolaires et universitaires. Combien nous avons des gens dans l'armée et les prisons, les gardiens de prison. Il faudrait que la collecte de produits à servir à l'alimentation de tous ceux-là soit de la production domestique prioritairement. Monsieur le ministre, quand on quitte le marché local, le défi, c'est aussi d'aller au-delà. Aujourd'hui, est-ce que ces produits sont certifiés? Au niveau de la certification, qu'est-ce qui est fait pour que les produits béninois puissent être acceptés sur le marché international? Et très facilement. Je vous remercie beaucoup parce que l'exportation doit être accompagnée. Accompagnée, c'est pouvoir faire révéler les caractères du produit, les caractéristiques du produit et le respect des normes exigées pour assurer cette exportation. Regardez le miel. Le miel du Bénin, le laboratoire central de contrôle de sécurité sanitaire des aliments a disposé donc des outils nécessaires pour donner les caractéristiques de notre miel. Et ça a été confirmé dans les autres laboratoires. Et le Bénin est agréé pour placer le miel. Le soja béninois, quand on l'analyse, on regarde, il est pratiquement bio. Il n'est pas OGM. Les Asiatiques le veulent beaucoup.
Les Chinois sont venus signer des contrats avec nous. Et au jour d'aujourd'hui, simplement, je vais vous dire, rien que pour ça, nous avons exporté 179 000 tonnes. Déjà. Oui, en 2-3 mois, 179 000 tonnes de soja. Il y a beaucoup de choses qui se font simplement et qu'on n'écrit pas là-dessus. Vous voyez le karité. Le karité qui se cultive chez nous, il y a des endroits où les noix collectées sont bio. C'est-à-dire sans produits phytosanitaires, parce que dans la région, dans les forêts classées où personne ne va faire peut-être du coton, du riz et autres là, le karité qui est là est sans pesticides. Et il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la collecte de ces noix-là pour les transformer et les placer à prix d'or sur le marché. Bien, notre agriculture présente un certain nombre d'atouts. L'ananas dont nous parlons, le pain de sucre, même vert, il est mûr. Il faut bien des spécialistes pour nous aider à obtenir cette indication géographique et montrer que l'origine de l'ananas pain de sucre, bien sucré là, c'est Bénin. Mais regardez, si le fruit reste vert, les Européens ne comprennent pas qu'il est déjà mûr. Ils ne vont pas. Il faut des commerciaux, il faut des spécialistes pour placer ça. Et aujourd'hui, on a investi et les gens ont placé cet ananas-là au niveau du marché européen et sur d'autres marchés. Et ça coule en 2-3 mois, nous avons fait près de 500 tonnes de choses. Mieux, ce qui nous est arrivé il y a 2 ans sur l'ananas avec la crise des typhons, c'est arrivé au Ghana, c'est arrivé au Cameroun, ceux-là qui nous ont pris le marché et aujourd'hui c'est plombé. Donc la voie est royalement ouverte. Mais avec quel équipement nous allons transporter ces produits dehors? Voilà que des cargos n'atterrissent pas facilement ici. Donc il nous faut travailler durablement sur ces questions-là pour pouvoir aller. Alors, Monsieur le ministre, on va parler d'une culture, on dirait la culture locomotive de notre agriculture, le coton. Aujourd'hui, le Bénin bombe le torse, dit « je suis le premier producteur de l'or blanc ». Comment avez-vous fait pour pouvoir réussir cela? Le Bénin ne dit pas qu'il est le premier producteur. Ben, convainquez-nous que le Bénin... Le constat a été fait que de toutes les productions africaines, la production la plus forte au cours de la campagne dernière est celle du Bénin, 678 000 tonnes. Point barre. Le Mali semble jaloux quand on dit ça. Oui, mais de toute façon, pour le peu que je sache, l'augmentation, l'amélioration de leur rendement depuis l'arrivée au pouvoir du président Talon passe par l'amélioration de nos rendements par unité de surface. Ce n'est pas par l'augmentation des emblavures. Tenez, nous étions à 800 à 900 kilos à l'hectare. En un an, nous sommes passés à 1100 kilos à l'hectare. Puis, nous sommes passés à 1217 kilos à l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers 1250, 1300 kilos à l'hectare. Et visiblement, dans un an, nous irons en moyenne à 1,5 tonne. On va améliorer davantage. Pourquoi? Premièrement, parce qu'avec le développement des autres filières qui permettent aux paysans aussi de gagner de l'argent, nous allons sortir les zones marginales qui ne peuvent pas donner au-delà de 1 tonne de coton. On va les sortir, puisqu'ils auront d'autres choses de plus intéressantes à faire. On intensifiera les actions sur les zones propices pour le coton. Et comme ça, comme aujourd'hui c'est rare de trouver quelque chose à 2 tonnes 5, 2 tonnes 7, ça va être le rendement commun. 2 tonnes là, on peut l'avoir. Parce que nos variétés, telles que sélectionnées, sont capables de donner 4 tonnes à l'hectare dans les mêmes conditions agrotechniques. Deuxième élément, la Sodeco s'est professionnalisée en matière de gestion des intrants. À l'heure où je parle, plus de 3 bateaux d'intrants, d'engrais coton sont déjà arrivés. Et d'engrais vivrier, j'aurai encore 2 bateaux. Quel genre d'engrais, monsieur le ministre? Oui, notre engrais complexe NPK. Ben, les gens disent que ça détruit notre terre. Tenez, c'est du vocabulaire. C'est pas vrai cela? Je dis c'est du vocabulaire. Démontrez-nous cela, là, monsieur le ministre. Aussi simple que ça. Si nous prenons les surfaces sur culture Bénin et nous regardons résolument les quantités d'engrais utilisées, au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas une moyenne de 150 kg à l'hectare sur toutes les cultures.
Ailleurs, les gens mettent 300 kilos, 400 kilos. Et comment on peut nous dire que non? Par contre, je suis d'accord avec vous, il y a certaines spéculations qui sont gourmandes de la lumière, de l'espace, comme le coton. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que les zones cotonnières, mais tenez, qu'avons-nous fait? Nous avons initié, avec l'appui de l'AFD, un projet dénommé Transition agricole en zone cotonnière, qui a mis au point des innovations technologiques pour mieux adresser la terre, maintenir sa fertilité, et c'est l'un des défis que le président a promis relever. Oui. Donc, maintenir la fertilité des sols, lutter contre l'érosion en utilisant des plans de couverture, en utilisant des plantes améliorantes du sol capables de capter l'oxygène atmosphérique et de le fixer dans les racines, et en mourant, il laisse tout cela comme azote dans le sol. Mais ces technologies permettent maintenant de ne plus labourer tous les ans les champs, de tracer la ligne de semis et de faire le semis en ligne, sous paillis, sous couvert végétal. Il n'y a pas d'érosion, ni éolienne, ni hydrique. La fertilisation se fait à bonne date. Ce qui va aussi booster la production du coton. Et je suis sûr que le 1 million de tonnes, on l'aura incessamment. On va l'atteindre quand? Dans tous les cas, je ne suis pas bon Dieu. Mais attendez qu'on finisse cette campagne, on vous dira que nous avons franchi le seuil de 700 000 tonnes au moins. Okay. Dans un an, on fera encore 800, 850 000 tonnes. Et comme nous savons faire des parts de 100, 100 ou 150, devine le reste. Qu'en est-il de la production biologique? Toujours J'en viens. Pour la production du coton. Ce qui va améliorer la production cotonnière ici maintenant, c'est que nous utilisons désormais des semences délintées. Les graines sont travaillées pour être nues sur la peau de la graine et en plus de l'intérieur, et en plus des fils, des fibres qui sont là. Si vous mettez cette graine en terre, ça germe automatiquement parce que l'eau du sol rentre en même temps, la graine se gonfle, au bout de 3-4 jours, ça lance la germination, 5e, 6e jour, le plant s'est levé. Alors que l'autre, vous devez mettre plusieurs graines, 6, 8 dans le trou, fermé, ça va mettre au moins 2 jours pour commencer par sentir l'humidité du sol et ça fait un retard dans la germination. Est-ce qu'on a déjà l'usine de délintage? L'usine de délintage est installée à Bembreka et nous l'avons vu, c'est curieusement ça que vous voyez là. Et avec ça, nous utiliserons au plus 10 kg de graines par hectare contre 20 kg aujourd'hui que nous utilisons. C'est encore des revenus importants que nous captons à partir de là. Et puis, tenez, agronomie, je vais vous en parler simplement. Allez-y. Si vous prenez, voilà la graine délintée. Si vous la prenez et vous voulez semer, c'est 2-3 graines au plus par poquet. Ça lève. S'il est retenu qu'il veut maintenir 2 plants à poquet, vous enlevez simplement un plant et vous ne créez pas de vide, vous ne créez pas de trou autour du plant. La plante, le plantule continue de pousser normalement. Par contre, avec l'autre technologie, où nous avons mis 6 ou 8 graines dans le trou, les 6 ou 8 ont poussé, vous devez enlever 4 au moins. En enlevant comme ça, vous créez un espace, un orifice, qui prend de l'air chaud, qui assèche autour des racines du plantule. Le plantule s'arrête un peu dans sa croissance, au bout de 3, 4, 5 jours, avant de remonter la pente. Vous voyez, avec ça, là, on va réduire davantage le cycle et on va améliorer la productivité. Alors, il parlait bien sûr du coton biologique. Bien sûr, le coton bio. Le coton bio, le coton sans intrants chimiques. Bien sûr, on ne dira plus qu'on détruit le sol. Non, le problème n'est même pas ça. Au fait, c'est une question de traitement de cotonnier. Au lieu d'utiliser des produits chimiques purs, on va utiliser peut-être des produits de synthèse, des produits à base d'huile de Nîmes ou autres insecticides, mais biologiques. C'est tout le problème. Bien, on continue de produire du coton biologique et on continue d'encourager les producteurs à le faire. C'est un choix. Il paraît que c'est encore même plus cher que le coton conventionnel. C'est beaucoup plus cher parce que son rendement est très faible par rapport à l'autre. Bien sûr, parce que c'est une question de pression parasitaire. Et le cotonnier est l'une des rares plantes qui
qui acceptent beaucoup de parasites selon le développement de la culture. Donc, les produits de synthèse que nous avons ne couvrent pas toutes les générations de parasites ou tous les types de parasites. C'est normal que ça puisse attaquer les capsules, ça puisse attaquer les fleurs, il y a quelques chutes, et celles qui résistent arrivent à produire. Nous avons des rendements quand même déjà d'au moins 400, 500 kilos à l'hectare. Ça pourrait remplacer un jour le coton conventionnel? Je l'espère vivement. Mais ce qui est bon, c'est qu'il y a des firmes qui achètent très cher le coton biologique. Okay. Et nous devons encourager les producteurs qui s'y adonnent pour qu'ils exploitent cette niche-là. Ouais. Parlant d'encouragement, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait en 4 ans pour encourager ces acteurs, notamment les paysans, surtout pour leur réduire la pénibilité du travail? La mécanisation de l'agriculture. Oui. La mécanisation de l'agriculture aujourd'hui n'est plus un slogan. Rien que l'année dernière, nous avons mis en place 421 kits de tracteurs, plus ce que les producteurs eux-mêmes ont acheté. Vous voyez ces équipements pour pulvériser un peu la terre, aplanir et nous permettre de faire des semis en bonne ligne. On a mis en place des semoirs pour le coton, pour le maïs, pour le riz également. L'enjeu ici, c'est de savoir quel type d'équipement il faut pour quelle culture. Regardez, nous sommes en train de semer là, par exemple, du coton sur 3 lignes. Si c'est à la main, c'est ligne par ligne qu'on va prendre. On perd du temps. Ouais. Bien. Sur le riz, c'est la même chose. Sur le maïs, c'est la même histoire. Mieux, il n'y a pas que le labour et le semis. Il y a les opérations d'entretien, entretien végétatif, et puis la récolte et le conditionnement. Tout à fait. À part le coton qui est récolté strictement à la main, le riz est récolté avec des batteuses, et puis des moissonneuses qui viennent maintenant battre et emporter cela pour les plateformes de séchage et autres là. Ces technologies nous développent. Nous avons mis en place une agence nationale de mécanisation qui a été financée cette année à hauteur de 800 millions pour essayer, premièrement, d'acquérir des équipements complémentaires aux chaînes que nous avons. Nous avons déjà mis en place 3 camions ateliers qui disposent de tous les équipements de réparation. Des équipes de mécaniciens sont en train d'être constituées pour rentrer dans les grands bassins où nous avons les engins en nombre important pour intervenir, les préparer pour la saison. Nous avons fait des formations pour les tractoristes. Puis maintenant, nous sommes en train d'aller vers la formation des propriétaires d'engins pour une exploitation plus judicieuse de ces équipements-là. Est-ce qu'on a tenu compte de la diversité, parlant dessus des sols? Bien entendu, bien sûr. Parce qu'au fait, les sols lourds, par exemple, sur lesquels on fait du riz et autres, là, les tracteurs de 25 chevaux ne peuvent pas travailler là. Et là, il faut des tracteurs de 60 chevaux, 90 chevaux pour pouvoir passer dans les sols lourds, dans les vertisols. Okay. Mais ailleurs, les tracteurs de 40 chevaux, 50 chevaux, 60 chevaux maximum travaillent aisément. Alors, Monsieur le ministre, on va parler d'une spéculation, l'igname. Qu'est-ce qui fait rapidement, en quelques minutes, avant qu'on aborde l'autre partie de l'émission, l'élevage et la pêche? Je voudrais simplement que vous remarquiez, au Bénin, depuis 2 ans au moins, dans les maquis, au moins à Cotonou et dans les grandes villes, vous avez de l'igname pilé du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire quoi? 1, il y a plus de disponibilité. 2, nous avons tenu compte des technologies endogènes de conservation de l'igname pour que l'igname reste encore en bonne qualité pour être pilé. C'est très fort. Regardez comment ils alignent. Pour passer de champ au marché. Arriver au marché, il y a des systèmes d'alignement en cercle pour protéger, conserver le tubercule pour qu'il ne soit pas blessé afin de pourrir très vite dans les ménages. Tout à fait. Mais l'autre question, c'est qu'il y a des variétés qui sont tardives et qui résistent au temps à la sécheresse. Et ces variétés-là, vous les trouvez dans les zones, dans les régions des collines, vous les trouvez aussi dans la Donga, vous les trouvez effectivement à Kopargo, à Djougou, et puis un peu vers Tchaourou. L'igname, c'est aussi une spéculation qui dévaste les forêts. Qu'est-ce qui est fait pour réduire un peu
cette pression. Très bien. Nous avons des technologies aussi simples aujourd'hui pour tutorer l'IAM avec des plants vivants. On met les tuteurs vivants qu'on peut couper, des gliricidia, des plantes qui ont une croissance très rapide et qu'on peut couper pour mettre de la lumière sur les parcelles. Mais aussi, vous savez, il y a les technologies liées à la rotation. Dès que vous finissez de faire l'IAM, le coton comme le maïs passe très bien. Le soja peut passer, l'arachide après. Mais sur une ancienne parcelle, que vous voulez même peut-être sur laquelle vous mettez un peu de mukuna ou de plantes fertilisantes, vous revenez encore, vous plantez l'IAM, ça marche. Okay. Ce que nos parents ne faisaient pas. On fait simplement comme tête d'assolement et on ne revient pas. Ici, on peut revenir sur une parcelle, sur une ancienne parcelle et produire de l'IAM de très bonne qualité. Okay. C'est ce qu'il y a de nouveau dans notre agrotechnique aujourd'hui. Dans l'agrotechnique de l'IAM, le facteur limitant, c'est les semenceaux d'IAM. Et aujourd'hui, il y en a qui se sont spécialisés dans la production des semenceaux d'IAM. Avec les technologies de mini-fragments, ils ont des fragments qui font germer et mettre en terre, on assure les entretiens végétatifs. Et l'IAM qui sort en fin de végétation est de cette taille-là. C'est suffisant pour aller alimenter une butte l'année prochaine. Et de cette façon, au lieu de perdre 25 à 30% de la production pour la replantation, le paysan peut vendre allègrement ce qu'il a ici, tirer les petits morceaux, les semenceaux d'IAM, ou produire les semenceaux d'IAM. Alors, monsieur le ministre, votre département ministériel, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Si vous permettez, on ira d'abord rapidement à la régie. On va suivre cet élément qui nous présente un peu l'action qui est menée pour assainir nos plans d'eau. Voici l'élément. Voici l'aspect que présentaient nos plans d'eau avant l'opération d'assainissement. Les engins prohibés dictent leurs lois et écrasent sur leur passage les pêcheurs vertueux, soucieux de s'adapter aux normes requises. Le gouvernement du Nouveau Départ met fin à cette pratique. Depuis quelques mois, l'assainissement a démarré et voici le nouveau visage de nos plans d'eau. Nous démarrons par la lagune de Ouida, Tchegbadi, Djondji, embouchure de Soudomé, Chenal, Aro à Grand Popo, pour finir par le lac Aémé, véritable assainissement. Sur le lac Aémé, les pêcheurs ont le sourire aux lèvres. Grande est leur satisfaction. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, face aux prestataires, fait quelques observations. Il y a des améliorations à apporter. Vous avez vu que parfois la barque monte sur du bois. Par endroit, il y a une recolonisation. Pour la recolonisation, on va gérer. Mais ce qui est déjà bon, c'est que globalement, le travail est assez bien fait. Globalement, un satisfecit est décerné. Les plans d'eau sont dégagés en grande partie. Les engins encombrants sont enlevés. Babalolo, Meropokonou. Les palangs et autres constituent les engins que nous avons pu enlever. Vous avez vu comment on a assaini. Mais il y a les pêcheries sédentaires, qui sont les rats et les akadjas, qui, dans la plupart des cas, constituaient les éléments d'encombrement. Ça a été enlevé. Quant à ceux qui continuent encore avec les mauvaises pratiques, le risque est grand. Nous sommes dans un cercle relativement vicieux en matière de comportement. Aussitôt, les gens ont commencé par changer de stratégie pour poser de façon nocturne des engins qu'ils enlèvent déjà à 4 heures du matin. Ce n'est pas grave. Nous allons créer davantage la peur de gendarmes, mais avec une surveillance au niveau des communautés. Gaston Dossoui entend rendre nos plans d'eau plus productifs. La suite est de faire les travaux d'aménagement. Par endroits où nous devons mettre des palétuviers, nous allons le faire, nous allons recréer les mangroves. Nous allons progressivement travailler pour améliorer la profondeur, pour avoir de la capacité de navigation ici. Vous savez, dans l'histoire, les gens quittaient Bopa, venaient jusqu'au niveau de Djondji, allaient à Godomé et par là retrouver le lac qui va au Nigeria. Il
faut recréer ce climat, il faut recréer cette ambiance, il faut recréer cet écosystème-là. Puis par la suite, avec une combinaison des efforts au niveau du ministère en charge de l'agriculture, en charge de l'environnement, du tourisme et des infrastructures en termes de mise en place d'équipements, nous allons valoriser ces plans d'eau-là. Au jour d'aujourd'hui, la pêche à la ligne est devenue une chose partagée. Vous avez vu les pêcheurs sur le plan d'eau. Il y a une activité intense là-dessus. C'est l'un des objectifs que nous visons. Il faut rendre le lac à tous ceux qui l'habitent et que chacun puisse profiter du lac à la hauteur de ses capacités. Avec rigueur et beaucoup de méthodes, le travail se fait pour le bonheur de nos pêcheurs. Alors, monsieur le ministre, on était bien sûr sur le lac Aimé, un lac entre-temps bourré d'engins prohibés. Aujourd'hui, vous avez fait une action salvatrice qui permet bien sûr à ce lac de mieux respirer, mais ils sont encore de retour. Ils ont encore reconnu ce plan d'eau. Nous sommes très têtus. Mais les comportements vertueux vont finir par s'installer. Et comment? Par la persuasion des femmes de nos ménages qui, après avoir déguerpi des lacs, tous ces engins prohibés, ont capté des poissons de mer, des crabes et des crevettes, vont nous aider à faire le combat contre les pollueurs. Est-ce qu'il ne faut pas en arriver aux sanctions? Les sanctions viendront, mais nous allons vraiment mettre de la pédagogie. Au jour d'aujourd'hui, le Conseil a acté pour la création d'une brigade de surveillance de ces plans d'eau. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et par moment, nous utilisons la police pluviale pour faire des interventions sporadiques. Au niveau de nos directions départementales, les techniciens chargés de faire ce suivi aquacole ont reçu au minimum de financement pour intervenir et créer la peur du gendarme. Ok. Après les brigades, là, aujourd'hui, nous allons vraiment, comme j'ai dit, procéder à un programme d'assainissement cohérent, surtout pour le lac Aimé, avec la complicité de l'ADELAC, l'Association pour le développement du lac Aimé, Oui. et pour le Nokwe, avec les communautés qui y vivent, pour que nous puissions avoir les zones de navigation, là où on peut produire de poissons, là où on peut avoir accès facile aux sites touristiques et autres. Mais s'agissant de l'aquaculture, nous ne sommes pas arrêtés là. Ça, c'est ce que vous avez vu. Il y a une politique responsable qui a été mise en place aujourd'hui pour d'abord aborder la question des alevins. Quelle qualité d'alevins nous avons? Si les alevins que nous avons ne peuvent pas grossir en 4 mois, 5 mois, le pisciculteur perd de l'argent. Or, jusque-là, les alevins, les géniteurs que nous avons ont vieilli. Nous avons donné 2 licences d'importation de géniteurs. Et aujourd'hui, ceux-là travaillent. Et il faudrait que chacun d'eux puisse avoir, disons, 30 000, 40 000 géniteurs pour nous permettre de les utiliser périodiquement, disons, de façon alternative, en laissant les géniteurs au repos pour un temps et en produisant. En ce moment-là, nous avons des juvéniles, nous avons des alevins de très grande qualité pour grossir rapidement en 4-5 mois maximum. 2. L'aliment de poisson. C'est le bas qui blesse dans la pisciculture. 65% des dépenses vont vers l'aliment. Nous importons tout. C'est vrai qu'il y a des technologies que nous avons utilisées aujourd'hui pour apprendre aux gens à produire tel, avec des formules variées. Certains aquaculteurs arrivent à le faire, c'est bien. Mais il faut, nous avons donné l'autorisation à un entrepreneur aujourd'hui pour installer une usine d'aliments de poissons à Dambo. Et ça là, dès que ça va commencer par travailler, nous allons voir le prix de l'aliment baisser, puisqu'on va soutenir l'exploitation, on va voir le prix de l'aliment baisser. Et en ce moment, on ne vendra plus le poisson à 2000, 2100 francs le kilo, mais on pourra même l'acheter à 1000 francs, 1500 francs maximum. Troisième élément important. Il faut pouvoir fixer les gens à l'activité qui leur donne les raisons d'exister. L'an dernier, nous avons créé un village aquacole à Mondo-Tokpa. Je crois que c'est toujours dans la vallée de l'Ouémé. Dans la vallée de l'Ouémé, à Mondo-Tokpa, où on nous a mis à disposition 10 hectares.
Nous avons travaillé 4 à 5 hectares aujourd'hui avec près de 120 étangs de grande capacité. L'aluvinage se fait librement là-bas, l'alimentation de poissons se fait également, et puis ça. Mais l'année en cours, j'ai déjà acté pour 2 autres villages aquacoles. L'un à Toro, où nous allons plonger les cages, et l'autre maintenant à Avrancourt, où ce serait de l'élevage dans les étangs. Est-ce qu'on pourra atteindre les 20 000 tonnes de poissons de toutes les façons, les statistiques au moins aujourd'hui nous ont montré que l'aquaculture nous donne déjà 8 000 à 9 000 tonnes par rapport à tout ce que nous connaissons il y a 3 ans, 4 ans. Mais il y a notre plan d'eau qui souffre aussi, monsieur le ministre, c'est le lac Nokoué. On fait quoi de ce plan? Le lac Nokoué, oui, justement, c'est ce que je vous disais, il est ouvert. Il est différent du lac Aimé. En tant que lac ouvert, même si vous avez des détritus qui tombent là-dedans, avec la montée de l'eau et autres, ça peut progressivement disparaître. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un dispositif d'assainissement des berges depuis la lagune ici, et on va continuer, pour éviter que les gens déversent des déchets là-dedans. Premièrement, nous avons ouvert le chenal ici, après le premier pont. Oui, allez-y. Et nous avons pu sortir près de 3500 engins prohibés. Ça fait que les poissons migrent facilement vers les eaux douces pour aller pondre, et puis bon, ceux qui veulent capter ça. Et de plus en plus, comment? Maintenant, nous allons faire le plan d'occupation du Nokoué. Là où on peut mettre les Akadia ou autres engins, on le dira. Là où on va laisser passer les bateaux mouches, et on montrera. Et là où on peut accéder, par exemple, à des sites touristiques qui sont des destinations importantes pour gagner aussi de l'argent au niveau de ce plan d'eau-là, on le fera. Mieux, il y a aussi des techniques de gestion de la jacinthe d'eau sur ces plans qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour vraiment occuper, moderniser, assainir ce cadre de vie pour que la vie renaisse et que les gens qui habitent là vivent de leur activité. Alors, monsieur le ministre, on nous reproche souvent d'importer le poisson alors que nous sommes un pays côtier. Est-ce que vous avez espoir qu'un jour, on va pouvoir inverser la tendance? Nous allons quand même réduire sensiblement les importations de poissons. Et ce qui va être important, aussi tout à l'heure nous avons parlé d'achat institutionnel, c'est que pour encourager nos pisciculteurs à avoir des cycles de production plus courts, il va falloir aussi acheter chez eux des poissons de taille modeste, 300 grammes, 350 grammes. C'est faisable en 3 mois. Avec de bons alevins, on peut le faire en 3 mois. Si les gens ne commencent pas à avoir un cycle assez rapide de gestion de leur pêcherie, il n'y a rien à faire. La deuxième chose, c'est sur la pêche maritime aujourd'hui. Mais là encore, c'est abandonné, monsieur le ministre? Non, pas du tout. Parce que les gens viennent pêcher dans nos eaux, ils emportent tout, alors que nous, on en a besoin. Bien. Nous distinguerons 2 pêches maritimes. La pêche maritime industrielle et la pêche maritime artisanale. La pêche maritime artisanale, elle seule, nous procure déjà plus de 60 000 tonnes de poissons. 40 à 60 000 mais le gap tonnes. est toujours là. Le gap est là. Que ferons-nous? Nous projetons de construire des embarcadères, débarcadères au niveau de la côte, au moins à 3 niveaux, pour permettre aux pêcheries de venir accoster, traiter leurs bateaux, leurs filets et repartir. Les embarcations nouvelles seront mises à disposition des pêcheurs et avec un système de tracking pour qu'en mer, s'il y avait un problème, on puisse lui porter secours. C'est d'abord ça que nous pouvons faire pour augmenter les chances de capter ce que la nature nous donne gratuitement ici. Par contre, nous sommes dans un dispositif régional où nous pouvons disposer d'une fenêtre VMS pour faire l'observation sur la mer et voir les bateaux qui, de façon illicite, seraient en train de pêcher chez nous ou de mener des activités illicites sur nos plans d'eau. Tout à fait. Mieux, je pense que progressivement, nous allons vers des coopérations techniques qui nous permettraient de disposer, ne serait-ce que d'engins d'études et de surveillance pour que nos techniciens, nos inspecteurs puissent aller au fond de la mer et assurer la surveillance sur nos 125 km de côte. Monsieur le ministre, nous sommes persécutés par le temps. Il n'y a pas que l'aquaculture, vous l'avez abordé, il y a l'élevage. Vous avez abordé un peu le problème avec la transhumance et tout. Mais aujourd'hui, dites-nous, comment se porte véritablement ce sous-secteur?
Le sous-secteur élevage renaît très bien de ses cendres. Les dernières statistiques à partir du recensement national de l'agriculture que nous avons nous donnent 2 500 000 têtes de bovins et plus de 3 200 000 têtes d'ovins et de caprins. Première chose. Là-dessus, il y a des actions d'importance qui se mènent en termes de santé animale, la systématisation des vaccinations. Il y a des actions qui se mènent en termes de productivité à partir des inséminations artificielles. Et nous avons un centre d'insémination artificielle équipé et qui est... Alors, si vous pouvez, on ira rapidement sur la régie pour suivre cet élément qui nous projette un peu ce que vous faites en matière d'insémination de ces animaux. Campagne d'insémination artificielle bovine. Le directeur de l'élevage explique le bien fondé de l'opération. Le gouvernement, au regard des ambitions affichées en ce qui concerne la production de lait et de viande, et face à la contrainte majeure que constitue le faible niveau de productivité de nos races locales, a bien voulu faire recours à l'insémination artificielle. Simplement parce que l'insémination artificielle apparaît comme un puissant outil d'amélioration génétique. À titre d'exemple, lorsque nous récoltons l'éjaculat d'un seul taureau, cela permet d'inséminer 200 à 300 vaches. Et les veaux qui en seront issus vont avoir une capacité de production laitière de 3 à 4 litres de lait par jour, contre 1 litre de lait par vache par jour actuellement. Une opération bien structurée, des démarches scientifiques pour des résultats concluants du laboratoire jusqu'à l'implantation de la semence. On décongèle une paillette, on attend, ça se fait dans de l'eau à 36 degrés ou de 36 degrés pendant 30 secondes, 40 secondes. Et puis on retire la paillette, du décongélateur, on nettoie avec du papier buvard. Après quoi, on charge le pistolet. Il y a le pistolet qu'on utilise, on l'appelle aussi seringue, on charge la paillette et on coupe. On coupe le bord supérieur. Lorsque vous coupez le bord supérieur, ça veut dire que c'est par là que la semence va sortir et entrer dans les voies génitales de la femelle. Vous prenez, vous allez, vous videz le rectum de la vache qui contiendrait peut-être des masses fécales, vous videz pour pouvoir opérer là. Une fois le rectum vidé, la première chose à faire, c'est de pouvoir saisir le col de l'utérus. Le col de l'utérus. Si vous ne réussissez pas à saisir le col de l'utérus, c'est que vous allez rester là, après tout le temps, vous ne ferez rien. Maintenant, dès que vous saisissez le col de l'utérus, là, vous pourrez chercher l'entrée du col de l'utérus. Vous avez saisi le col, c'est ça, c'est en ce moment que vous introduisez, vous nettoyez les vulves, vous introduisez le pistolet habillé. À l'entrée du col de l'utérus, vous enlevez, vous déchirez la gaine et la chemise sanitaire. Vous déchirez la chemise sanitaire. Et donc, c'est la gaine seule. La goutte étant à côté aussi, vous pressez, commencez par presser, ça va, l'ensemble ira. Maintenant, une fois que vous êtes au niveau de l'entrée, vous devez poursuivre votre chemin. Le col a une certaine longueur. Après l'entrée, il faut faire une certaine longueur, d'abord 6 cm, ça dépend de l'animal, 10 cm, et vous entrez dans l'utérus. Dès que vous sortez du col, juste à l'entrée dans l'utérus, vous pressez. Cette insémination bovine participe à coup sûr à une meilleure rentabilité dans le sous-secteur élevage. Monsieur le ministre, on a vu l'élément qui nous présente un peu l'action d'insémination pour permettre à ce qu'on ait un cheptel plus grand. Oui, un cheptel plus grand, un cheptel plus productif. Okay. Donc on va améliorer la productivité en viande et en lait. Mais au-delà, ce qui est bon de noter ici, les pays avancés dans cette technologie n'ont pas eu les résultats que nous avons eus. Et pourquoi? Je vous dis, les jeunes ont appris le métier et ils l'ont pratiqué et nous avons vraiment des scores de 80% de réussite, ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire que si même nous avons 3000 issus, 3000 doses, nous savons absolument que c'est à peine 1/5 qu'on va perdre et le reste va donner soit un mâle, soit une femelle. Ce qui est une très bonne chose. Et ils sont 40 inséminateurs qui sont formés pour mener cette opération-là.
Ce que nous avons fait dans le secteur, c'est que nous avons rapproché les services techniques de vétérinaires des éleveurs. Ainsi, nous avons installé et autorisé 44 vétérinaires et paravétérinaires en clientèle privée pour renforcer le dispositif de l'intervention, le dispositif public. Nous avons aujourd'hui démarré la construction de marchés à bétail de zé pour ordonner un peu la commercialisation des produits au sud du Bénin. Et vous savez tout ce que ça nous a apporté comme nuisance depuis le mai, c'est ça, mais ça se tasse parce que le marché de gros des produits alimentaires se trouverait bientôt à Calavi, oui. Et il faudrait que le marché à bétail soit à Zé à côté pour l'avoir bitumé directement ou transporter ne poserait pas de problème. L'autre chose que nous avons eu à faire, c'est que nous avons renforcé les infrastructures des marchés à bétail de Goumouri, de Banikwara, de Siki, dans la commune de Sinandé. Mais aujourd'hui, nous avons proscrit la transhumance. Je dis bien interdit la transhumance. Surtout la transhumance transfrontalière. On va rapidement aller à la régie pour suivre cet élément sur la transhumance. 15 hectares, c'est la surface ici consacrée à l'expérience qui a démarré en 2012. Le projet est né, selon son initiateur, de l'envie de faire prospérer ses affaires. Il ne se sera pas trompé car l'initiative a fait mouche. Alpha Goudi confie ne plus être confronté aujourd'hui aux conflits liés au déplacement des bêtes. 327 bovins et 47 ovins se nourrissent des cultures fourragères issues de cette exploitation. De quoi susciter l'admiration du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons pris la décision de travailler pour sédentariser l'élevage des ruminants. Pour ça, il faut des champs fourragers. Ce que j'ai vu ici m'incite à dire quel appui on peut lui apporter. Lui, il a un pâturage ici pratiquement naturel. Il a cultivé bien sûr, mais il l'utilise de façon ordinaire. Il peut en faire une source d'économie avec des équipements pour tailler, faucher périodiquement, fertiliser et faire encore une deuxième coupe avant l'arrivée de la saison sèche. Il va faire des tas d'aliments, de fourrage pour le bétail. Je pense que si vous revenez ici l'année prochaine, on aura une autre physionomie de cette exploitation que nous allons densifier. Ce projet innovateur devrait inspirer d'autres éleveurs. Je voudrais pouvoir organiser des visites ici guidées pour que les gens puissent dans l'expérience de ceux-ci, pour que ceux qui ont de grands troupeaux et de l'espace autour de leur maison puissent les mettre en valeur de cette façon. On va mettre les animaux sur place, on va pouvoir les sédentariser et ils vont pouvoir donner le bénéfice de l'exploitation. La transhumance crée chaque année de nombreux dégâts humains et matériels. Multiplier l'expérience serait donc un pas pour enrayer ce fléau. Oui, nous avons fait une option de sédentarisation d'élevage de ruminants pour simplement contrecarrer tous les vices et les problèmes que nous rencontrons au niveau de la transhumance, même nationale. Les conflits, les morts d'hommes, les pertes en capital agricole, les pertes de ressources, les pertes de champs et autres, c'est pas bon. Mais que faire? Vous avez vu le sujet qui vient de passer, il a 10 hectares de panier comme C, monoculture. Les bœufs bruts, ça marche. Avec un petit complément en graines de coton ou en pierre à lécher ou autre complémentation alimentaire, les animaux se portaient bien. Regardez, ces animaux ne bougent pas, ils sont là, ils passent d'un air à l'autre, ils broutent, on laisse l'autre parcelle au repos et ça monte à nouveau et on repasse dessus. Cette forme d'élevage permet de gagner en poids par jour, permet de gagner en production de lait, sécurise le troupeau. Vous savez combien vous avez, combien il y a de naissances et il n'y a pas de mortalité juvénile là. Bref, il y a tout de gagné là. Mais ce que j'ai promis, on a déjà fait, c'est de parcelliser le bloc en faisant des plans de séparation
en regarnissant le champ pour que, à côté de Panicum C qu'il a, il ait d'autres fourrages qui produisent plus de protéines, les plantes, les légumineuses. Ouais. Ce qu'on a déjà commencé. Et cette saison de pluie-là, on va densifier. Il y a 2-3 autres planteurs dans la région de Bassila qui ont 25 hectares d'un seul tenant. Pour ça, on a mis en place un programme de sédentarisation qui consiste premièrement à sécuriser un certain nombre de terres, 57 000 hectares, où les exploitations, les gens seront là-dessus. On va régler la question foncière pour que l'exploitant soit en sécurité. Et il fera son contrat avec l'État pour utiliser cet espace-là. Nous aurons à mettre en place un village d'éleveurs de 1000 hectares entre Gogounou et Kandi. Et les prospections sont faites déjà actuellement, où on va aménager par dizaines d'hectares, installer des éleveurs volontaires qui veulent bien. Ouais, qui veulent s'installer, on défriche et on les accompagne pour installer au moins 5 hectares de parcelles fourragères. On met en place des fourrages un peu partout pour que l'accès à l'eau ne devienne pas difficile. Et les gens gardent leur troupeau sur place et on verra ce que ça va donner. Les 5 autres hectares qui restent, ils peuvent faire n'importe quelle culture vivrière là-dessus. Seulement, il n'y a plus de feux de brousse dans ces zones-là. Tout résidu de récolte doit être recyclé, transformé en aliment pour le bétail. Monsieur le ministre, d'aucuns vous diront que la transhumance est culturelle. Que deviendront ceux qui vivent de la transhumance? Regardez, Les acteurs. qu'est-ce qu'on gagne à faire déplacer les animaux sur de très longues distances, à les faire paître ailleurs pour les ramener fatigués à la base, et ils ont déjà dépensé tout ce qu'ils ont mangé ou tout ce qu'ils ont bu là-bas. Oui, c'est peut-être un mode de vie pour certaines communautés qui profitent de cette affaire-là pour faire leur jeunesse. Ils prennent le troupeau des différents parents et c'est eux seuls qui sont maîtres de cette affaire pendant 2-3 mois et ils reviennent avec pour déclarer tout le reste qu'il faut. Après cela, juste vous comprenez qu'ils se marient. Mais sur place là, lorsque vous comptez avec la transparence avec vos propres parents, vous allez avoir un gain de poids, un gain en production de lait, un gain en augmentation de cheptel qui couvre complètement les charges liées à votre autonomie. Et ça, c'est un nouvel mode de gestion. On vous donne quelques secondes, je dirais, pour conclure cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos Béninois? Parce qu'on a dit c'est l'heure de la moisson. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on allait dire pour les dire qu'il y a du meilleur qui C'est vrai que nous avons parlé de l'agriculture, de la production végétale, nous avons parlé un peu de la production halieutique, de la production animale et tout ça. Mais il y a des questions transversales qui aujourd'hui doivent être vues. 1. L'irrigation dans l'agriculture. Les techniques peut-être de production intensive, dans les serres ou autres technologies, ça là aussi, ça se développe chez nous. La mécanisation, on en a parlé très rapidement, mais il y a la digitalisation dans l'agriculture aujourd'hui. Parce que, bon, tenez, c'est le secteur qui va le plus consommer les produits de la digitalisation. Si nous voulons faire la collecte des données maintenant, nous avons mis à disposition des agents des smartphones qui permettent de géoréférencer les parcelles. Nous avons par exemple, à titre de test, géoréférencé 10 000 hectares de palmiers sélectionnés et recensé tous ceux qui plantent par un système de tracking. Nous avons fait la cartographie de toutes les exploitations des acteurs de la filière ananas dans les 4 communes grosses productrices d'ananas aujourd'hui. Et nous sommes en train maintenant de faire le recensement des producteurs maraîchers avec un système de tracking qui permet de suivre ces maraîchers dans les 27 communes de Padma et dans 7 départements. La deuxième chose, c'est que avec la digitalisation, nous avons à une meilleure approche pas de vulgarisation, de conseils agricoles. Nous utilisons le drone, par exemple, pour essayer de prendre très rapidement la vue aérienne, oui. Permettre de savoir quel est l'état avant, quel est l'état aujourd'hui, et faire les comparaisons. Nous avons équipé les agents de portables et avec énergie solaire pour dérouler ces bandes-là dans les villages et faire de l'animation pour permettre de faire le changement de comportement. Et ça, ce n'est pas une chose dont on rêve, ça existe aujourd'hui. La finance digitale, après tout. Ouais. Aujourd'hui, nous avons pris l'exemple sur des producteurs de riz qui sont traqués et on a activé le porte-monnaie électronique.
S'ils veulent commander des semences, c'est à travers ce dispositif de smartphone qu'ils le font. On va peut-être travailler avec l'argent. Bien sûr, ils commandent leur truc, ils obtiennent aujourd'hui. S'ils ont des produits à placer, ils le disent également. Et là, nous avons dans 5 communes comme Kové, Zayanado, Komé, Bopa et Grand Popo, mis en place par un dispositif qui impacte au moins 403 riziculteurs concernés. Voilà. Monsieur le journaliste, Monsieur le ministre. le temps nous presse. Oui. Il est fini. Sur l'agriculture, Ouais. nous devons pouvoir être fiers de notre pays, être au moins fiers de notre gouvernement qui est éclairé. Le gouvernement est arrivé à redonner à chaque terroir la capacité de révéler son potentiel. Quito, Pambras, Malétrin. On ne peut tout faire à la fois. Mais les zones qui peuvent produire le mieux telle ou telle spéculation le feront. Et les opérateurs économiques, les acteurs commerciaux vont assurer les échanges entre les différentes régions. C'est un travail à la chaîne. La transformation agroalimentaire aujourd'hui devient un impératif. Nous devons créer de la valeur ajoutée. L'organisation des acteurs, les interprofessions agricoles, c'est déjà une réalité, mais le système de clustering autour des agrégateurs pour porter les plus petits vers une échelle supérieure, ça devient une réalité. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions nous faire confiance mutuellement. Chacun se professionnalise dans un domaine donné et la suite, l'autre reprend pour mieux développer ça. En chaîne, nous allons créer la valeur ajoutée et gagner. Je crois franchement que le Bénin gagnera parce que chaque Béninois pourra manger à sa faim. Je voudrais motiver tous les producteurs à tenir compte du 1er août 2020, 60 ans De notre de notre indépendance, Ouais. pour que le plat de ce jour soit made in Bénin. Merci beaucoup, monsieur. monsieur le ministre de l'Agriculture. Je rappelle qu'avec vous, on a passé en revue les actions menées pendant 4 ans de gestion à l'ère de la rupture. J'espère que les gens ont pu tirer beaucoup de leçons de ce que vous avez fait. Bonsoir chez vous.